Et donc Christophe est un philosophe du langage ordinaire, un spécialiste de Strawson, Austin et Grice. Et il est maître de conférence à l'université d'Amiens, Picardie-Jules Verne. Et son dernier ouvrage qu'il a co-signé avec un linguiste, Michel Charolles, s'appelle Cohérence, cohésion et pertinence. Voilà. Et c'est en tant que spécialiste de Grice donc, que je l'ai invité pour parler aujourd'hui. Et je l'en remercie. Donc, je te donne la parole, Christophe. Ok. Merci beaucoup, Béatrice, pour l'invitation. Oui, donc je vais d'abord quand même préciser un peu où est-ce que je travaille, parce que voilà, la perspective que j'ai sur Grice est un peu particulière et va expliquer aussi la manière dont j'aborde la question de ce qui est le thème de ce séminaire, à savoir la théorisation de l'implicite. Et c'est l'aspect de théorisation, bien sûr, enfin, bien sûr, c'est ça justement que je vais expliquer, c'est l'aspect de théorisation qui m'intéresse, sachant que qu'est-ce que la théorisation? Ben, grosso modo, c'est proposer un cadre explicatif qui permettent d'expliquer et de prédire aussi surtout un certain nombre de faits. Je crois que c'est un peu comme ça qu'on entend la notion de théorie aujourd'hui et de théorisation. Et pour ce qui est des faits qui nous occupent, à savoir des faits linguistiques, c'est-à-dire l'explication et la prédiction, eh bien, il y a eu tout un ensemble, je dirais, de questions épistémologiques qui se sont posées, me semble-t-il, à partir des années 1950, qui ont été plus ou moins résolues pour certaines d'entre elles, mais Grice se trouve, pour ce qu'il occupe, à un tournant. Donc la théorisation de l'implicite, bien sûr, quand on y pense, Grice occupe une place majeure, notamment parce qu'il a développé un concept qu'on appelle le concept d'implicature. Mais il me semble que pour comprendre la théorisation gricienne, il faut voir que Grice s'est intéressé surtout au départ finalement à des questions logiques et épistémologiques. Et du coup, ça a un enjeu par rapport à la direction d'autorisation qu'il a pu donner à ces remarques. Alors, je vais expliquer d'où je viens, enfin comment je travaille. Donc, j'ai ma thèse portée sur Austin. Et plus généralement, je travaille sur ce qu'on appelle l'école d'Oxford, c'est-à-dire le mouvement philosophique qui, après la Seconde Guerre mondiale, s'est développé, où il y avait effectivement Strawson, mais la première génération, on peut dire que c'est Austin et Grice. Et Austin et Grice, ce qu'ils ont en commun, il me semble, c'est d'être connus pour leur contribution à la linguistique, en fait, hein, parce que Austin, on a la théorie des actes de discours, et notamment l'isolement de la valeur illocutoire, hein, c'est-à-dire par exemple la valeur de promesse ou d'engagement, enfin tout ce qu'on fait grâce à l'acte de langage. Et puis Grice aussi, lui, il a contribué fortement au développement d'une théorie, alors de la pertinence, mais aussi du dégagement de tout ce qu'on appelle les implicites du discours. Donc ça, on va dire, c'est ce qui fait que ces deux auteurs, Austin et Grice, sont connus. C'est leur marque, je dirais, de fabrique qui fait qu'ils ont une espèce d'ampleur en dehors du champ strict de la philosophie. Mais quand on s'intéresse à l'histoire des idées, à la manière en fait dont tout cela s'est présenté, et ça c'est le cadre de mon travail, on se rend compte que la majeure partie de leurs préoccupations sont des préoccupations d'ordre épistémologique et logique.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les préoccupations d'ordre épistémologique et logique? Épistémologie, c'est un sens très particulier dans le cadre de l'école d'Oxford. C'est finalement le rapport entre la perception, je dirais, la connaissance, et puis les moyens d'expression des contenus qu'on a grâce à la perception, à la connaissance. En fait, c'est ça qu'on entend par épistémologie, c'est la connaissance en un sens finalement assez ordinaire. En France, épistémologie, ça a un sens un peu spécifique, c'est la discipline qui étudie les sciences constituées, et puis leurs méthodes, leurs procédures, etc. Dans la tradition qui est celle de Grice ou d'Austin, l'épistémologie, c'est quelque chose qu'on appellerait plus de la philosophie de la connaissance. Et c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre en fait comment Grice finalement en est venu à théoriser justement l'implicite. Donc mon travail a toujours été d'essayer de comprendre le lien, si vous voulez, entre la réflexion sur le langage, qui est propre à ces auteurs, et qui est une réflexion, c'est vrai, pré-théorique, c'est un moment où la linguistique n'est pas encore véritablement constituée. Dans les années 50, c'est un peu, que ce soit Austin ou Grice, ils ont des aspects un petit peu de précurseurs. C'est des théories qui ensuite ont été revues, qui pour certaines sont dépassées, ils ont un rôle de précurseur. Et il faut comprendre que leur intérêt n'est pas forcément pour le langage, mais qui considèrent toujours les réflexions sur le langage comme une sorte d'outil, ou comme ce qu'on appelle, nous, dans le jargon de la philosophie, comme une sorte de philosophie première. C'est-à-dire que les réflexions sur le langage doivent permettre de fonder tous les autres domaines de réflexion. Et il y a aussi quelque chose qui est très important chez ces deux-là, mais surtout chez Austin, c'est-à-dire qu'il y a une méfiance pour la généralité philosophique, pour les abstractions et pour tout ce qu'on appelle la métaphysique. Et ce moment-là, c'est encore un cadre historique qu'il faut avoir en tête. Les années 50, on a pu les appeler ensuite, c'est quelque chose qui vient du philosophe Rorty, donc, qui avait fait paraître dans les années, fin des années 50, non, c'était plutôt fin des années 60, un recueil d'articles qui s'appelait Le tournant linguistique, de Linguistic Turn, où il y avait les contributions d'Austin, de Grice, etc., où tout ce qu'on appelle justement cette école de la philosophie du langage ordinaire était très représentée. Et ce qui était assez remarquable, c'est l'importance des aspects méthodologiques, notamment par rapport à la méthode d'Austin. Et le tournant linguistique, ça recoupe cette idée que finalement les problèmes philosophiques traditionnels sont redevables d'une explication qui va s'appuyer sur l'analyse des formes d'expression ordinaires. Alors bien sûr, la question qui vient, qu'est-ce qu'on entend par ordinaire? Il y a un micro qui n'est pas coupé. Je crois que c'est Fanny Lafontaine. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. J'en étais où? Donc, les formes d'expression ordinaire. C'est pour ça qu'on a parlé de philosophie du langage ordinaire. Mais langage ordinaire, ce genre de terme, il faut toujours opposer à quelque chose, parce que sinon, on pourra demander c'est quoi le langage ordinaire? Qu'est-ce qui définit l'ordinaire? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils opposaient le langage ordinaire au langage au sens où l'entendait, par exemple, avant la Seconde Guerre mondiale, des philosophes comme Russell ou Frege, qui, eux, pensaient aussi que l'analyse des problèmes philosophiques traditionnels pouvait être résolue par une analyse du langage, mais le langage qu'ils avaient en tête était un langage formalisé. C'était un petit peu le langage au sens de celui de la logique, telle qu'elle avait été inventée par Frege. Donc, langage ordinaire, ça s'oppose essentiellement à ça. Du coup, c'est dans ce cadre-là que la première question qu'ils se sont posées, et ça, c'est le point de départ de Grice, c'est la relation entre
les outils de la logique et ce qu'on trouve dans le langage ordinaire. Mais les outils de la logique, pourquoi? Pour un truc assez simple, les outils de la logique qui permettent de déterminer ce qu'on appelle aujourd'hui, de manière générale, je dirais l'inférence valide. C'est pour ça que j'ai choisi un petit peu de donner comme titre de mon exposé implication et implicitation, parce que le point de départ, c'est quand même la logique. Alors la philosophie, on le sait depuis très 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 longtemps, un rapport fort à la logique, et surtout à cette idée de, on va dire globalement, d'inférence valide. Qu'est-ce que c'est que l'inférence valide? C'est quand on peut, grosso modo, c'est comme ça que moi j'ai l'habitude de la caractériser, c'est quand on a le droit, ou alors plutôt on est engagé, quand on a admis un certain nombre de contenus, qu'on va appeler des contenus propositionnels, pour faire simple, eh bien, on est nécessairement engagé à admettre d'autres contenus propositionnels. Typiquement, un schéma d'inférence comme le modus ponens, si A alors B, A, si on a admis ça, on est forcé d'admettre B. Alors, c'est des platitudes, bien sûr, mais le problème que s'est posé Grice, et c'est sans doute de là que tout est parti, puisque son article Logique et conversation, qui est un article qui a eu énormément d'impact, et c'est l'article dans lequel il définit sa théorie des implicatures conversationnelles. Au départ, quel est le problème de Grice? C'est la relation entre les outils de la logique qu'on appelle les connecteurs, c'est-à-dire ou, et, si alors, si et seulement si, tels qu'ils sont formalisés dans la logique. Alors on va voir après comment ils sont formalisés en logique. Et puis la façon dont ce type de connecteur se comporte dans le langage ordinaire. En fait, c'est ça le point de départ de sa réflexion. C'est-à-dire le rapport entre ce qu'on pourrait considérer comme étant le sens logique de nos connecteurs, et puis on va dire le sens non logique. Alors non logique, ça ne veut pas dire illogique, mais ça veut dire qu'il n'est pas vériconditionnel. Je vais prendre un exemple. Si on dit, par exemple, je ne sais pas, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants, pour prendre un peu une tarte à la crème des contes, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Quelles sont les conditions de vérité de cette phrase? C'est que les deux faits, que ça soit vrai, que les personnes se soient mariées, puis que par ailleurs, elles eurent beaucoup d'enfants. En fait, c'est les mêmes conditions de vérité que pour ils eurent beaucoup d'enfants et ils se marièrent. Voilà, c'est-à-dire le « et », si on le prend uniquement d'un point de vue vériconditionnel, il fonctionne de la même manière dans les deux phrases. Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants, et ils eurent beaucoup d'enfants et ils se marièrent. C'est-à-dire il suffit que les deux soient vrais. Le mariage, le fait d'avoir des enfants. Mais bien entendu, si l'ordre, dans notre usage ordinaire, il importe. On ne veut pas dire la même chose. Quand on dit ils eurent beaucoup d'enfants et ils se marièrent, on va dire qu'ils ont eu l'enfant dans un contexte hors marital. C'est-à-dire qu'il y a un sens temporel au « et », à la conjonction. Il y a un sens temporel. Et ce qui est amusant, c'est que nous allons tous comprendre la même chose. C'est-à-dire nous allons tous comprendre ce sens temporel. Or, Grice, il voit bien le problème. Le problème, il est où? C'est qu'en fait, il y a les conditions de vérité, il y a le sens, on va dire, vériconditionnel de notre connecteur, qui est celui de la logique. Et le sens vériconditionnel, c'est quoi? C'est un sens qu'en fait, la valeur de vérité de l'ensemble que vous formez avec votre connecteur, vous avez vos deux propositions et puis votre connecteur, la valeur de vérité de l'ensemble va être fonction des parties. Les deux propositions, de part et d'autre, et puis le connecteur avec sa table de vérité. Mais le sens vériconditionnel n'est pas tout. Moi, je crois que c'est là, en fait, que se situe le point.
C'est-à-dire que l'armature logique, qui était issue de Frege, l'armature logique extensionnelle et vériconditionnelle, elle nous permettait en fait d'avoir une image finalement, une image assez comment dire, bien faite, stricte, etc., de comment la composition des phrases, leurs conditions de vérité, ça va nous permettre de comprendre ce à quoi on est engagé quand on prononce une phrase. Vous voyez, par exemple, si vous dites « ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants », bah, vous êtes engagé à au moins deux choses. Vous vous êtes engagé aussi à la vérité de « ils se marièrent » et à la vérité de « ils eurent beaucoup d'enfants ». Voilà, c'est-à-dire ça va vous engager à ça. Pour prendre un autre vocabulaire, quand vous faites ce coup dans un jeu de langage qui consiste à utiliser une conjonction, bah, c'est comme si vous étiez engagé aussi sur les deux termes de votre conjonction. Mais ça, c'est pour le sens logique. Mais il y a aussi un autre truc qui va vous engager, c'est l'ordre dans lequel vous allez dire. Quand vous dites « ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants », bah, vous ne dites pas la même chose que quand vous dites « ils eurent beaucoup d'enfants et ils se marièrent ». Donc ça veut dire que les deux coups, dans le jeu de langage, sont différents. Mais simplement, le problème, c'est que du coup, l'armature de la logique extensionnelle et de l'aspect de la compréhension vériconditionnelle des connecteurs ne suffit plus. Et pourtant, le fait est que ce facteur, c'est-à-dire l'ordre là dans lequel on a utilisé, a une force d'engagement, c'est-à-dire ça nous engage avec la même nécessité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver un autre format d'explication, tout en restant fidèle à la valeur des connecteurs dans la logique, parce qu'il est assez conservateur, Grice, là-dessus. Il est conservateur sur le sens vériconditionnel des connecteurs. Il ne dit pas qu'il faut reformuler la logique, mais il dit simplement qu'il faut trouver une autre armature. Et dans ce cas-là, il va dire, c'est comme s'il y avait un espace, en fait, où se négocie ce sens, cet autre sens, et c'est ça l'implicature, en fait. C'est ça l'implicature. Donc, il y a le sens logique des connecteurs, mais il y a aussi un truc qu'on va appeler l'implicature. En quelque sorte, le caractère temporel du « et », ce sens temporel, c'est un sens qui va être quelque chose, je n'ai pas envie de dire impliqué, parce que impliqué, c'est une notion qu'on va garder strictement pour la logique, mais c'est justement qu'il va parler d'implicature. Alors on pourra parler d'implicitation, mais en quelque sorte, c'est conventionnel, c'est-à-dire que cet usage temporel du « et », c'est quelque chose de conventionnel. D'accord? Donc ça, c'est pour résumer un petit peu le cadre dans lequel Grice est intervenu, c'est-à-dire dans une réflexion où on gardait l'idée fondamentale de la logique que finalement, il y a un rapport entre le contenu d'une proposition et ce à quoi elle m'engage quand j'affirme cette proposition, mais que cette idée qui est thématisée avec une image très claire dans la logique, cette idée doit être élargie de manière à comprendre comment ça fonctionne dans le langage ordinaire. C'est-à-dire comment se fait-il que la signification d'une phrase m'engage sur des contenus que je n'ai pas forcément explicités, qui n'apparaissent pas forcément de prime abord dans la phrase. D'accord ? Et là, il y a une première ambiguïté à retenir. C'est la relation entre le fait pour une proposition d'en entraîner une autre, le fait pour une phrase d'entraîner une autre phrase,
et le fait, pour une affirmation, d'entraîner une autre affirmation, en quelque sorte, et le fait pour une phrase de contenir une autre phrase, de contenir analytiquement un autre contenu. Voilà. Et je crois que ce sont ces hésitations, en fait, qui sont les plus marquantes quand ces réflexions se mettent en place. C'est-à-dire, la question, c'est est-ce que un énoncé doit contenir analytiquement un autre énoncé pour que, en utilisant cet énoncé, en faisant une affirmation, typiquement, je sois engagé envers cet autre contenu. Et ce n'est pas forcément évident, en fait. Ce n'est pas forcément évident. Mais c'est une ambiguïté qui est sans doute présente dans la définition du cadre conversationnel par Grice. Alors, je ne vais pas revenir sur, mais je vais prendre encore un exemple simple pour ces histoires de rapport entre connecteurs, les connecteurs tels qu'ils se présentent. Oui, Béatrice? Oui, excuse-moi. C'est sur le terme analytiquement que que je bloque un peu parce que tu as des implicatures que après tu peux défaire, hein. Ouais, j'allais y Et du venir. coup, Ouais. ça me gêne que tu emploies le terme analytiquement parce que Ouais, donc je vais réexpliquer ça. oui, Euh, pardon. Ouais. Rapidement, je pense que oui, effectivement, de toute façon, la lecture analytique, très vite, il est obligé de l'abandonner. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, ça marche, mais dans un cas tellement restreint de termes que ça ne fonctionne pas. Mais disons que euh, c'est plus, par rapport à la relation que Grice. Il tient vraiment à la différence entre énoncé synthétique et énoncé analytique. Il la défend avec Strawson. C'est pour ça que je dis il y a cette ambiguïté, c'est-à-dire il tient quand même à l'idée que quelque part, il y a des énoncés qui vont entraîner d'autres énoncés parce qu'il y a une relation analytique. Mais après, quand il est dans l'analyse du cadre conversationnel, bien entendu, ça ne va pas tenir. Parce que effectivement, il y a tout cet aspect de détachabilité et d'annulabilité qui fait que même si on a l'impression que c'est analytiquement contenu, que c'est une conséquence nécessaire, bah, si on peut revenir dessus, effectivement, ce n'est pas nécessaire. Donc, je n'ai pas clarifié. C'est une ambiguïté qui est chez Grice, mais qui tient que, d'une part, sur un certain plan, il va défendre la distinction entre énoncé analytique et énoncé synthétique, et ça, il le fait avec Strawson, mais sur un cadre de discussion avec l'empirisme. Mais quand il est effectivement engagé dans ses travaux sur la logique conversationnelle, bah, c'est quelque chose qui est difficile à maintenir. Donc, c'est une tension qui est présente chez Grice. Et après, quand on s'intéresse plus globalement à l'évolution de Grice, parce que Grice, c'est un auteur qui a quand même énormément évolué, qui a beaucoup de périodes, on va s'apercevoir que c'est une tension qui est vraiment très importante, mais ça ne nous occupe pas vraiment, ça ne va pas forcément nous occuper aujourd'hui, parce que je m'intéresse vraiment, là, pour le coup, à la première période de Grice, c'est-à-dire celle de l'article Logique et conversation. Oui, donc je vais prendre un exemple pour le rapport entre les connecteurs tels qu'ils apparaissent dans la logique et puis les connecteurs tels que nous les utilisons. Typiquement, le OU, est-ce que le OU est inclusif ou exclusif? Donc, un OU exclusif, c'est par exemple fromage ou dessert. Alors, je sais que c'est un peu difficile de se rappeler cette période où nous allions encore dans les restaurants, mais fromage ou dessert, si vous dites je vais prendre du Cantal et qu'ensuite vous dites mais je prendrai aussi la tarte au citron, on va vous dire non, il y a un supplément, c'est fromage ou dessert. Donc, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Donc, c'est ce qu'on appelle un fromage exclusif, c'est cela, une disjonction exclusive. La question, c'est de savoir, voilà, c'est-à-dire, est-ce que le ou au sens logique, quel est-il? La réponse pour Grice, c'est que ça va être le ou inclusif. Le ou de la logique, c'est le ou inclusif. Mais quand on nous dit fromage ou dessert, nous comprenons de toute façon, il n'y a pas besoin de marquer entre parenthèses, mais pas les deux. Mais en fait,
voilà, c'est quelque chose qui est implicité par la situation. On est au restaurant, donc ce qui est implicité, c'est que ça va être un ou exclusif. Donc il y a un rapport, ça permet en fait une explication assez simple de comment notre compréhension logique des connecteurs, c'est bien celle-là dont il est question dans notre usage des connecteurs au sens ordinaire, mais conventionnellement, les conventions vont ajouter des restrictions sur l'usage du connecteur logique. Tout simplement, la ligne de la table de vérité où on a les deux vrais, elle va être rayée. Vous voyez? Donc c'est un cadre en fait où à la fois Grice, il arrive à être conservateur avec une logique extensionnelle, disons, classique, il arrive à être conservateur avec une logique extensionnelle classique, et en même temps, il essaye de comprendre justement cette armature en faisant un certain nombre d'hypothèses sur ce qu'il va appeler la conversation. Alors, j'en viens justement à cette notion-là, la conversation. Parce que c'est quand même l'aspect important. Alors, comment ça marche? Tu as une question de Fanny, excuse-moi. Ah oui, pardon. Oui, j'écoute. Oui, voilà, je remets mon son. Oui, c'est vrai que ce travail sur les connecteurs, c'est quand même un peu périlleux parce que c'est vrai que ce est, on peut lui faire dire ce qu'on veut, hein. À ce est, dans l'exemple que vous donnez, effectivement, c'est quand même l'interprétation temporelle, comme vous disiez, de succession, en fait, qui semble prédominer. Mais on pourrait aussi voir quelque chose de la conséquence, se marièrent, et puis la suite logique, c'est de faire des enfants. Et oui, donc il est difficile si effectivement ces recherches sont centrées sur les connecteurs, étant donné cette polyfonctionnalité, on le sait, hein, aujourd'hui, il y a de nombreuses études là-dessus, et qui est associée à une polysémie des connecteurs. Comment ils s'en sortent pour interpréter tout ça, alors justement? Je crois que Grice, en fait, lui, Grice n'en est pas vraiment sorti, en fait. Si on est dans l'état de la théorie gricéenne, en réalité, il y a eu notamment un livre de Wayne Davis, je crois, qui montre très clairement qu'il y a une espèce d'échec, justement, de cette théorie. C'est-à-dire pour expliciter dans le détail, en fait, comment ça se passe. Sa valeur prédictive n'est pas évidente, hein. Encore une fois, c'est sans doute le cadre théorique qui est intéressant, mais la valeur prédictive, dans le détail, elle est ennuyeuse parce que, au fond, on a l'habitude de considérer que la connaissance d'une langue, ça nous permet de dégager les implicites à coup sûr et que, grosso modo, on va tous être d'accord sur le même implicite. C'est assez remarquable. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez avoir une théorie de l'implicite qui fonctionne, il va falloir qu'elle ait une certaine prédiction ou une certaine marge d'erreur, en tout cas. C'était Popper, je crois, qui définissait comme ça qu'est-ce qui fait la validité d'une théorie, c'est que cette théorie, elle comporte aussi la capacité à définir sa marge d'erreur assez précisément. On dit souvent Popper, c'est falsifiable, effectivement, mais la théorie. Et dans Grice, vous ne trouvez pas ça, c'est-à-dire logique et conversation, c'est un cadre. C'est un cadre, et on a tout de suite mais il n'y a pas, à ma connaissance, même dans l'article qu'il a écrit, après quelques notes supplémentaires sur logique et conversation, il n'y a pas cette espèce il ne donne pas d'outils qui nous permettent de savoir comment un locuteur ou un interprète d'une phrase va sélectionner à coup sûr la bonne implicitation. Alors que le cadre logique permet justement de savoir comment on distingue, c'est-à-dire une fois qu'on a des prémices dans un ensemble de départ, c'est très très simple de distinguer entre les conclusions qui sont valides et puis celles qui ne le sont pas. Donc si on doit avoir la même rigueur du côté d'une théorie de l'implicitation, effectivement, la théorie de l'implicitation, elle devrait permettre de dire quels implicites sont possibles, lesquels ne le sont pas dans cette situation, etc. Cette précision-là, dans la prédiction, à ma connaissance, et puis par ailleurs, après, avec les critiques qui ont été adressées à Grice, c'est quelque chose que Grice ne fait pas dans le détail. Ça, c'est sûr.
Mais il me semble par contre, son apport décisif, c'est de distinguer de tracer une espèce de limite, si vous voulez, entre le sens logique, c'est-à-dire ce qui est strictement vérique conditionnel, et puis ce qui n'est pas vérique conditionnel. Et après, évidemment, le défi, c'est de savoir, est-ce qu'on peut avoir, par exemple, une pragmatique qui va être entièrement vérique conditionnelle ou pas. Donc, en quelque sorte, il pose quand même ses fondateurs son travail, non pas au sens où il va donner tous les outils, sinon après il n'y aurait pas eu tous les développements linguistiques, etc., qui sont quand même partie des problèmes de Grice. Il ne va pas donner tous les outils pour permettre des déterminations prédictives, il ne va pas non plus résoudre tous les problèmes, mais en tout cas, il pose comment dire, des limites, des limites plutôt, qui ensuite devront être répondues. Et je pense aussi que l'interface, le fameux problème de l'interface sémantique pragmatique, ça vient en beaucoup des travaux de Grice. Voilà, donc je ne vais pas le présenter comme quelqu'un qui est arrivé à des solutions définitives, c'est évidemment pas du tout le cas, mais plutôt pour essayer de comprendre dans le cadre dans lequel il a posé ses jalons. Et l'un des cadres importants, c'est ce rapport entre une approche assez conservatrice de la logique. Il ne va pas rénover la logique pour l'adapter au langage ordinaire. Il ne va pas, par exemple, aller vers des logiques du flou, des trucs comme ça. Il va rester sur une logique vériconditionnelle, bivalente, standard, etc. Mais il essaye de penser un cadre un cadre où on puisse comprendre l'inférence dans le cadre de la logique de la logique, ce que j'ai envie d'appeler la logique ordinaire, mais ça serait plutôt la logique de la conversation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inférence, justement? C'est là qu'il faut en arriver. Inférence, si on a une compréhension assez large de ce terme, dégager une inférence, c'est dégager un passage d'un ensemble, alors de ce qui a été dit dans une conversation, si on prend une conversation, c'est à partir de ce qui a été dit, qu'est-ce qu'on peut dire, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut comprendre. C'est différent de dire, c'est à partir de certaines prémices, qu'est-ce qu'on peut conclure. Ça, c'est la compréhension inférentielle qui est celle de la logique. Et vous savez que la définition de l'inférence valide, c'est donc on doit avoir un mode d'inférence qui fait que les prémices entraînent nécessairement la conclusion, mais on doit avoir aussi des prémices qui soient vraies. Or, dans la conversation, c'est différent. C'est-à-dire que Grice, et c'est la première chose qu'il fait quand il définit la conversation. La conversation, elle est définie par une finalité qu'on ne peut pas tout de suite qualifier de vérité. Ce n'est pas ça forcément la norme qui va orienter la conversation, au contraire d'un raisonnement logique. Donc là, c'est une norme. Mais c'est ce qu'il appelle le principe de coopération. Alors, qu'est-ce que le principe de coopération? C'est assez... quand on y réfléchit, c'est assez difficile à définir, mais c'est que c'est une conversation, quand on y participe, on doit contribuer à ce que la conversation se maintienne dans une certaine direction. Mais qu'est-ce qui définit cette direction? Qu'est-ce qui définit cette direction? Bon, c'est un but. Le but, c'est l'échange des informations, mais c'est un but qui est défini de manière immanente
dans la conversation. Ça ne va pas forcément être la recherche de la vérité. Mais il faut admettre l'idée que la conversation, qu'un échange conversationnel se poursuit dans un certain but. Et le fait qu'il se poursuit dans un certain but, bah, ça va créer une norme, justement. C'est ça l'idée de Kreis. Ça va créer une norme. Et cette norme, elle va permettre bah, justement de juger, comme on dit, elle va permettre de juger d'un écart, de ce qu'il appelle une contribution, d'un écart d'une contribution par rapport à cette norme. Donc il est important de concevoir. C'est une conception téléologique, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on doit admettre l'idée que la conversation est orientée vers une certaine fin, vers un certain but. Même quand on discute à bâton rompu, même quand on a une conversation, même quand on discute pour discuter, hein, en ce moment, comme on est un peu sevré de sociabilité, quand on a la chance de rencontrer quelqu'un dans les couloirs vides d'une université, quand on y retourne, on va chercher tous les sujets de conversation possibles pour prolonger, etc. Mais il y a un but, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. C'est ça l'idée. Et c'est ça la norme, en fait. C'est qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Et il y a parfois, il est possible qu'il y ait un échange qui ne soit pas, dans les clous. J'ai envie d'utiliser cette expression parce qu'elle donne bien l'idée d'écart. On dit quelque chose qui n'a pas l'air en rapport avec la norme. Je ne sais pas, au fait, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Et puis quelqu'un qui dit, ah tiens, il pleut. En fait, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ah tiens, il pleut. Ça n'a rien à voir. Si ça n'a rien à voir, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire soit la personne qui dit, tiens, il pleut, la conversation l'ennuie, elle n'a plus envie de parler ou elle veut s'écarter de la conversation, soit elle veut dire autre chose. Alors, qu'est-ce qu'elle voudrait dire dans ce cas-là? Bah, on a tous une petite intuition, c'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose de tabou, on n'a pas forcément envie de parler du fait qu'on n'a pas vu la personne depuis longtemps, etc. Donc, on change de sujet. Vous voyez? C'est-à-dire que l'écart par rapport à la norme, c'est ce qui va être le signal si ce n'est pas carrément une rupture complète avec la conversation. Hein. La personne dit tout à fait autre chose parce qu'elle en a marre, parce que ça ne l'intéresse pas à la conversation. Bon. Et donc, ça veut dire, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle rompt avec le principe de coopération. Elle ne coopère plus à la conversation telle qu'elle est tenue. Mais si la personne ne rompt pas avec le principe de coopération, dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle veut dire autre chose. Donc, c'est un signal qu'il faut passer à un mode de compréhension particulier qui consiste à inférer ce que la personne veut dire. Donc, il y a ce qui est dit, donc, mais ce qui est dit, c'est une expression très... il y a ce qui est dit, il y a ce qui est énoncé, il y a les termes tels qu'ils sont énoncés. Par exemple, tiens, il pleut, bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être vrai, hein, ça se trouve, tout d'un coup, il se met à pleuvoir, mais pourquoi tout d'un coup attirer l'attention sur le fait qu'il pleuve? Parce qu'on n'a pas envie de parler d'un tel, parce que s'il n'est pas venu, etc., il y a des raisons dont on n'a pas envie de parler. Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'on déclenche un mode de compréhension particulier, qui est un mode inférentiel, en fait, et qui fait ce qui est dit n'est pas le sens littéral de la phrase telle qu'elle est prononcée. Si tant est qu'il y ait quelque chose comme un sens littéral, bien sûr. Hein, là-dessus, il y a tout un débat. Et la question sur l'analyticité, je pense, est en cours parce que quand on parle de quelque chose qui est contenu analytiquement dans un autre énoncé, ben bien sûr, si on n'a pas la notion de sens littéral, c'est difficile à défendre. Donc, un contextualisme radical, par exemple, va dire qu'il n'y a jamais de sens littéral. Il y a toujours un contexte, et puis il y a un signal, et à partir de ce signal, on va accéder à certaines significations. Mais le cadre graïcien, c'est un cadre inférentiel, parce qu'après tout, on pourra avoir des tas de compréhensions de ce qui se passe.
et depuis, toutes les théories justement de la pertinence ont essayé d'élaborer plein de modèles par rapport à ça, c'est-à-dire comment se fait-il que quelqu'un puisse dire quelque chose qui visiblement n'a rien à voir avec le schmilblick, mais que tout le monde va le comprendre de la même manière. Tout le monde va dégager l'implicite de la même manière. Donc ça, c'est une certaine robustesse, c'est-à-dire qu'il y a, comme en logique, il y a une nécessité, c'est-à-dire les prémices engagent nécessairement la conclusion. Là, ça va être le contexte conversationnel plus la phrase qui s'écarte de la norme vont engager nécessairement un certain type de contenu. Et ce qui est remarquable, c'est que ça marche. C'est-à-dire que voilà, tout le monde va faire la même, on a envie de dire, inférence. Mais est-ce réellement d'inférence dont il s'agit? Pour Grice, oui, c'est un modèle inférentiel. Ça suppose une activité alors, il faut la comprendre dans les deux sens, mais et c'est quelque chose qu'on avait remarqué, dont on avait parlé avec Michel quand on préparait le livre, c'est que les philosophes analytiques, les philosophes graïciens, c'est toujours des phrases isolées qu'ils donnent comme exemple. Il n'y a jamais de conversation. Vous trouverez toujours des exemples de phrases isolées. Ils ne prennent pas... alors qu'en fait, cette question de l'inférence, c'est quand même une inférence qui va être permise sur la base d'un certain nombre de choses qui ont été dites avant. Et dans ce cas-là, ça sera une implicitation vraiment conversationnelle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas tout le détail de la conversation, vous ne pouvez pas comprendre dans quelle direction ça peut aller, quels sont les implicites. Mais il y a aussi des implicitations où il n'y a pas besoin d'avoir toute la conversation. Il y a juste besoin d'avoir, on va dire, le fragment pour dégager l'implicite. Alors, une des pistes, en fait, quand même, qui permettent de répondre à cette histoire de prédiction, Grice, à un moment donné, il fait référence à une idée de Cook Wilson. Alors, Cook Wilson, c'est un philosophe oxfordien assez obscur, qui est assez peu connu, sauf si on s'intéresse à l'histoire de la philosophie analytique, etc. Il dit, il y a un moment donné où Cook Wilson, il avait posé cette idée que finalement, quand on affirme quelque chose, c'est toujours quelque chose qui vient par contraste avec une autre affirmation par rapport à une logique de question, en fait. Voilà, une logique de question, mais des questions fermées. Oui, non. Et donc, ça peut être une piste, ça peut être dans le modèle inférentiel qui est celui de Grice, mais c'est quelque chose, ça c'est dans les notes, l'article qu'il a écrit après Logique et Conversation, Further Notes on Logic and Conversation, comme si, en fait, quand dans un contexte conversationnel, le modèle de la sélection entre deux possibilités d'implicitation, c'était un peu le modèle de la question. Quand on a une question, on est sommé de choisir entre deux affirmations et une affirmation exclut l'autre. Bon, alors je ne sais pas si ça fonctionne, parce que la manière dont il l'a présenté dans Logique et Conversation, ce n'était pas ce modèle-là, ce n'était pas ce modèle de l'inférence sous la forme de question. Tout simplement, vous avez l'affirmation, ça pose une question, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça peut vouloir dire ça ou ça peut vouloir dire ça. Finalement, ça veut dire ça. C'est aussi quelque chose qui a été, c'est dans un article, c'est Denis Perrin, c'est un article qui n'est pas encore paru, c'est l'idée d'implicitation comme abduction, c'est-à-dire comme inférence à la meilleure explication. Voilà, ça fait partie des choses qui sont pensées. Finalement, ce qui conviendrait le plus,
à ça, à la logique conversationnelle établie par Grice, c'est l'idée d'abduction. Bon. Là-dessus, j'avoue, j'ai pas forcément d'avis, mais ce qu'il y a, c'est que Grice ne sait pas forcément simplifier la tâche, parce que la présentation qu'il a choisi de donner, lui, de son modèle qui se rapproche le plus d'un modèle qui va vers une prédictivité, dans logique et conversation, c'est l'idée des maximes. Alors, c'est assez lourd comme modèle, les maximes. Qu'est-ce que c'est que les maximes? Il a dit, bon, il y a le principe de coopération. Le principe de coopération dit, voilà, la conversation, c'est suivre un but. Pour suivre un but, ben, il y a un certain nombre de règles. Il y a un certain nombre de règles qu'on doit suivre. De même qu'au sport, hein, enfin, je sais pas, au rugby, il y a un certain nombre de règles. Si vous commencez à lancer le ballon en avant, c'est terminé. L'arbitre siffle hors jeu, etc. Bon. Et si vous le faites volontairement de balancer le ballon en avant, bon, c'est sans doute que vous voulez faire perdre votre équipe et vous allez avoir des problèmes à la mi-temps. Mais voilà. Bon, Maxime, bien sûr, il emprunte le terme à Emmanuel Kant. Parce qu'une maxime, qu'est-ce que c'est? C'est une règle qu'on suit subjectivement, en fait, hein, pour Kant. C'est pas une loi. Une loi, c'est quelque chose qui s'impose de manière objective. Une maxime, c'est quelque chose qu'on donne à son action de manière subjective. Donc, c'est sans doute pour ça qu'il a utilisé ce terme. Et puis, bon, c'était un grand admirateur de Kant, Grice, hein, ça fait partie de ces 3 philosophes dont il se réclame tout le temps. Il y a aussi Aristote et Platon. Et donc, il choisit de dire, ben voilà, il y a des maximes. Et ces maximes, alors c'est assez lourd parce il les classe selon des catégories, hein, en suivant les catégories dans la critique de la raison pure de Kant. Donc, par exemple, dans les maximes de la quantité, il faut ajuster sa contribution, qu'elle soit aussi informative que requise, mais qu'elle ne soit pas plus informative qu'il n'est requis. Il ne faut pas en dire trop. Par exemple, si on est en train de discuter gentiment de, je ne sais pas, on parle des vins qu'on a bu la veille, et puis quelqu'un commence à rentrer dans le détail, à expliquer les tanins, la chimie, etc. On va dire non, mais c'est pas ça, on voulait juste savoir si c'était un Bordeaux et s'il était bon. Les détails sur la sécheresse de 1973, ça ne nous intéresse pas forcément, etc. Donc là, ça veut dire que, voilà, c'est ça, donc la quantité de la contribution de l'information, la qualité, c'est-à-dire, alors la qualité, c'est par rapport à la vérité. C'est-à-dire, on ne doit pas dire quelque chose dont on pense que c'est faux. Ce qui est compliqué aussi déjà. On ne doit pas non plus dire quelque chose dont on n'a pas de preuve. Mais là, ça mélange, à mon sens, je crois, les règles de l'argumentation et les règles de la conversation, à mon avis. Toute conversation n'étant pas nécessairement une argumentation. Mais bref. Il y a aussi la catégorie de relation, et c'est celle-là qui a été la plus retenue parce que c'est soit pertinent, mais c'est relevant, hein, be relevant. Soyez pertinent. Mais c'est compliqué aussi. Est-ce que c'est une maxime, mais qui pose problème? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on mesure la relevance d'une contribution? Par quel mécanisme? Enfin, c'est supposé, en fait, cette maxime, moi en tout cas, elle me pose problème parce que elle présente comme solution quelque chose qui en fait est un problème. Voilà. Le problème dans une conversation, c'est effectivement d'être pertinent. Donc on ne peut pas vous donner comme règle, soyez pertinent. C'est comme si la règle du football, ça serait marquer des buts. Ça serait étrange. Donc ça confond peut-être le but et la règle. Mais en tout cas, c'est une maxime importante, mais elle devient une maxime si on est capable de donner un contenu spécifique à cette relevance. Comment est-ce qu'on mesure le fait qu'une contribution ne le soit pas, qu'elle s'écarte de cette manière-là de l'échange? Et enfin, dans les manières ou modalités, on sait éviter l'obscurité, l'ambiguïté, être concis, s'exprimer dans l'ordre. Donc ça fait tout un ensemble de règles qui sont supposées être comprises, qui sont supposées alors à la fois orienter l'échange, c'est-à-dire pour contribuer à l'échange, le locuteur doit suivre toutes ces maximes, donc il doit les faire siennes, hein, si on est encore dans l'idée kantienne de rapport subjectif
à la règle. Et il doit aussi, quand il écoute les autres, les avoir en tête, être capable de leur donner une, j'ai envie de dire, opérationnalité précise, c'est-à-dire pour mesurer quand est-ce qu'elles ne sont pas respectées et à quel point ça s'écarte de la norme, parce qu'en fait, on peut être obscur plus ou moins. L'obscurité, c'est susceptible de gradation. Je veux dire, on peut dire quelque chose d'obscur parce que, par exemple, ce n'est pas clair, mais je ne sais pas, on n'est pas précis, on dit il y avait du monde, oui, il y avait beaucoup de monde. Bon, bah, c'est pas clair, mais ce n'est pas la même chose que si je dis il y avait autant de personnes que, et puis je ne sais pas, c'est une métaphore compliquée sur le nombre des pigments de couleur. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs manières d'être obscur. Donc, ce qui est remarquable dans cette liste, c'est qu'à la fois, elle est quand même assez grande. L'ordre que donne Grice selon les 4 catégories, c'est un ordre un petit peu où on ne sait pas référence à Kant, il ne le présente pas comme quelque chose de forcément systématisé. Et ensuite, quand même, il dit il faut prendre cette liste en considérant que, comment dire, en considérant, enfin, ce qu'on a envie d'appeler le contexte, mais c'est aussi que il y a la relation de la contribution à l'état de la conversation. C'est-à-dire qu'une contribution qui va être obscure à un moment donné, ça se trouve, si elle est apportée quelques étapes plus tard dans la conversation, elle ne va pas être forcément obscure. Et puis, il y a aussi un autre truc, c'est qu'une contribution, elle modifie aussi le contexte de la conversation, bien entendu. Donc, c'est une liste, je dis que Grice, ce n'est pas faciliter la tâche, parce que ça suppose une activité quand même très complexe du locuteur pour intervenir dans la conversation, mais ça suppose aussi une activité cognitive très complexe de ceux qui comprennent la conversation, non seulement, mais aussi de ceux qui comprennent qu'à un moment donné, il faut dégager une implicature parce qu'il y a écart par rapport à la norme. Or, tout cela, intuitivement, vu l'efficacité, enfin, comment dire, pas l'efficacité, mais l'aisance que nous avons à converser, le fait que ça se passe très, très rapidement, parce qu'après aussi, il va y avoir des questions empiriques. On va mesurer un petit peu en combien de temps une personne comprend, etc. Comment autant d'opérations, pour dire les choses assez platement, comment autant d'opérations cognitives sont possibles? C'est-à-dire, ça suppose un niveau de machinerie cognitive qui est quand même très élevé. Et c'est là-dessus aussi qu'a chopé, je crois que Wayne Davis aussi dit ça, c'est là-dessus aussi qu'a chopé la théorie de Grice, c'est-à-dire sur sa difficulté au niveau de son opérationnalité, quoi. C'est-à-dire d'en faire quelque chose qui permette réellement de prédire, de comprendre ça, alors que c'est un phénomène fondamental de la langue. Je donne toujours ça comme exemple à mes étudiants pour illustrer ça, c'est l'humour, par exemple. Alors, est-ce que l'humour, c'est de l'implicite? Je ne sais pas, mais j'imagine qu'il y a des tas d'implicites. Mais c'est toujours une expérience déceptive quand on croit maîtriser une langue, et puis on va, je ne sais pas, dans un pays pendant un certain temps, et puis au bout d'un moment, on est à l'aise, on est content, on a l'impression de maîtriser la langue, et puis tout d'un coup, on a une soirée, et puis les gens parlent, et puis on comprend tout, hein. Enfin en tout cas, on croit comprendre, on comprend tous les mots, et puis tout d'un coup, les gens rient. Et là, il y a quelque chose qui nous échappe. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est dégagé avec aisance par les interlocuteurs et qui n'est pas dans le contenu littéral, c'est-à-dire dans ce que me permet la compréhension des mots, de l'ordre des mots, etc., bah, ça va être présent dans la conversation, ça va provoquer un effet. Le rire étant quand même un effet, à mon avis, un effet conversationnel. Ça va provoquer un effet, c'est quelque chose qui va nous échapper. Donc c'est pour ça que c'est un aspect fondamental dans le langage. Et est-ce que la doctrine de Grice
Et là, j'en arrivais justement sur cette histoire de théorisation et de limite de la théorisation, c'est-à-dire Grice, il arrive avec une certaine optique, un certain but, peut-être aussi une certaine conception, je dirais, intellectualisante de la question, mais alors c'est pas forcément embêtant, intellectualiser, mais la façon dont il a orienté vers un modèle inférentiel manquait finalement, comment dire, l'aspect de la conversation empirique le plus remarquable, c'est-à-dire la fluidité. C'est ça que j'ai envie de dire, la fluidité d'une conversation. Et le fait que tout cet aspect, alors il en parle, il en fait allusion, c'est-à-dire comment tout d'un coup on change de sujet, mais on reste quand même dans la conversation. Et ça, c'est assez remarquable. C'est-à-dire on change de sujet, on passe du coq à l'âne, mais on reste quand même dans la conversation. Alors ça, ce n'est pas un phénomène annexe. C'est pas un phénomène annexe. Mais si on est dans le cadre qui consiste à vouloir absolument faire un parallèle entre la façon dont ça se passe dans une argumentation ou dans un cours de pensée qui suivent des inférences logiques et ce qui se passe dans une conversation, il y a forcément une rupture à un moment donné, parce que ce n'est pas la même chose qu'on recherche. On ne recherche pas de la fluidité dans des arguments. Dans des arguments, on a une norme qui est la vérité et la validité. On cherche un enchaînement. Dans une conversation, il y a quand même une recherche de fluidité. Ce n'est pas un fait annexe, en fait. Ce n'est pas du tout un fait annexe. Grice en parle, il parle de les modifications du sujet. Le thème change et pourtant on reste dans la conversation. Et pourtant la norme reste. Et pourtant le principe de coopération continue à s'appliquer. Mais ce qui l'a gêné très certainement, et c'est sans doute pour ça qu'il n'est pas allé beaucoup plus loin pour lui-même dans cette exploration de la logique conversationnelle, c'est qu'au fond, ce n'était pas vraiment son affaire en réalité. Hein. Ce n'était pas son affaire d'expliquer comment une conversation suit son cours, comment on s'y retrouve, comment il y a des inférences qui se font dans tous les sens et de manière aussi sûre. Son affaire, c'était quoi alors? Ben, c'était, je crois, comment des contenus s'ordonnent les uns par rapport aux autres. C'est ça son problème principal. C'est-à-dire comment des contenus s'ordonnent les uns par rapport aux autres, en fait. Et la conversation, il la voit comme ça. C'est-à-dire comment des contenus s'ordonnent les uns par rapport aux autres. Et donc, il reste dans le modèle, finalement, de l'implication. Oui, Béatrice. Tu pourrais donner un exemple des contenus qui s'ordonnent les uns par rapport aux autres? Bah, typiquement, je vais prendre les exemples de Grice. On dit il a je vais prendre la détachabilité, les histoires de détachabilité, annulabilité, je pense que ça peut montrer ça. Quand on dit il a cessé de boire, c'est un exemple que prend Grice souvent. L'implicite, ça va être il buvait. Voilà. Alors, la conséquence, elle n'est pas détachable, c'est-à-dire que même si on dit il a arrêté de boire ou il ne boit plus ou n'importe quel terme, on aura toujours la même conséquence. En fait, c'est-à-dire on peut mettre un certain nombre de contenus. Tous ceux qui ont la même implicitation, ils vont être ordonnés, c'est-à-dire être sur une espèce de ligne un peu horizontale, dans une synonymie. Et puis après, la relation, est-ce que c'est détachable ou non détachable? C'est une manière aussi dont les choses s'ordonnent les unes par rapport aux autres. En théorie de la perception, c'est par exemple, je ne sais pas, il voit une boîte rouge. Bon, la conséquence, c'est qu'il y a une boîte rouge devant, par exemple. C'est encore une manière dont un contenu va s'ordonner à un autre. Avec une relation de hiérarchie. Il y en a un qui suppose l'autre. Alors là, on entre dans les histoires de présupposition, bien sûr.
Mais je pense que c'est vraiment ce qui l'a intéressé. Après, il a voulu donner plus de souplesse que dans le strict cadre de Frege. Il a voulu tenir compte aussi de plein d'aspects qui sont apportés par le langage ordinaire. Mais l'aspect de dynamique, que je dirais de dynamique de la conversation, c'est sans doute quelque chose qu'il a effleuré, mais on voit bien que la limite pour la dynamique de la conversation, c'est que le cadre encore une fois, de hiérarchie et d'ordonnancement des contenus dont la logique nous donne une certaine image, ne peut pas permettre de saisir ce qui se passe dans... Et c'est vrai qu'il y a très peu d'exemples de conversations dans la philosophie du langage ordinaire. Chez Austin, il y en a, c'est dans Pretending, l'article Faire semblant, qui est un des plus beaux articles de Grice. Il y a quelques petits exemples de conversations, mais c'est 2-3 phrases, c'est un échange, hein, ça va être... et chez Grice, oui, il y a quelques exemples, mais c'est pas leur obsession, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, ce qui les occupe, c'est vraiment de savoir, c'est à partir du moment où je fais un certain coup dans le jeu de langage, pour utiliser une expression qui n'est pas d'eux, mais plus de la pragmatique américaine, et ça vient de Wittgenstein évidemment, quand on fait un coup dans un jeu de langage, à quoi on est engagé par ailleurs. Et du coup, il faut expliciter les mécanismes, alors d'ordonnancement, mais ça peut être d'ordre entre différents énoncés dans certains contextes. Alors qu'il me semble que ce qui se joue quand même, le fait linguistique notable qui est à expliquer, c'est cette espèce d'aisance et d'automaticité, hein, presque, des implicites. Donc la théorisation, là encore, voilà, c'est là-dessus sans doute que je vais m'arrêter. Un cadre théorique, c'est toujours, qu'on le veuille ou non, ça pose toujours des limites à ce qu'on va pouvoir dire. Et le cadre théorique gracien, c'était de toute façon un cadre théorique de discussion de l'empirisme logique, hein, pour revenir à l'origine la plus proche. Donc un cadre épistémologique où les énoncés avaient acquis ont une certaine autonomie, en fait. On considère les énoncés comme un peu séparément de leur contexte d'énonciation. Et c'est ça la limite, hein. C'est ça. Alors bien sûr, le tournant du langage ordinaire, ça consiste à essayer de revenir au sol rugueux, comme dit Wittgenstein, hein, de replonger les énoncés dans leur contexte d'énonciation, mais en quelque sorte, j'ai envie de dire, il reste quand même beaucoup prisonnier de cette image où on pourrait ordonner les énoncés indépendamment de leur contexte d'énonciation. Alors c'est très riche du point de vue, je pense, de l'analyse sémantique, mais au sens où la philosophie le conçoit, hein, qui n'est pas forcément celui qui est conçu en linguistique. Ça a permis d'avoir un cadre théorique extrêmement riche, c'est-à-dire ça a quand même lancé toute la théorie de la pertinence, hein, pour Grice. Mais le fait est que Grice s'est très vite désintéressé de ça, de la conversation. Ensuite, il est parti sur une théorie de la signification, etc. Il n'a pas... de telle sorte que des fois, on a du mal à voir le rapport entre son analyse de la signification en termes d'intention, ce qu'on appelle la sémantique intentionnelle, et puis sa théorie de la conversation. Il ne fait pas le lien entre les deux. C'est des considérations qui sont... alors qu'on s'attendrait justement de comprendre comment de la signification est engendrée à partir de la conversation, plutôt que le contraire. Plutôt que de se demander comment les significations produisent de la conversation. On aura envie d'entendre l'autre explication, comment les significations s'engendrent dans une conversation. Je ne sais pas si je suis très clair. Et c'est là-dessus, moi, c'est toujours... Grice, c'est un auteur qui me fascine pour plein de raisons, mais l'énigme, c'est pourquoi il n'y a pas quelque chose de totalisant qui intègre à la fois
la logique conversationnelle, la question de la pertinence et la théorie intentionnaliste de la signification. Comment ça se fait qu'il n'y a pas une espèce de grosse explication, parce qu'il a eu le temps en plus. Après, il est parti sur d'autres choses, hein, théorie du raisonnement, plein de choses, etc. Alors, est-ce que c'est juste parce que, bon, voilà, il aimait bien traiter plein de sujets? Je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment un obstacle épistémologique qui est dû au départ, au cadre de théorie dans lequel il était trop, au moment où il a élaboré ça, il était encore trop dans les discussions avec l'empirisme logique. Beaucoup trop. Et du coup, bah, il n'a pas considéré que la conversation, c'était dans la dynamique de la conversation, sans doute, que s'engendraient les significations, et bien sûr, en considérant les intentions des locuteurs. Voilà, donc j'ai peut-être bah, je vais m'arrêter là. Moi, j'ai une question très naïve. En fait, je réalise que je me la suis jamais posée. C'est les linguistes n'ont jamais essayé de rentrer en interaction avec Grice pour lui. D'abord, est-ce qu'il a eu conscience quand même que du côté des linguistes, sa logique et conversation les intéressaient énormément? Et est-ce qu'il a été titillé du coup en retour, euh, ou en fait du temps de son vivant, il n'y a pas eu vraiment d'interaction et ce n'est qu'après que les linguistes se sont véritablement emparés de certains de ces articles? Michel? Tu sais, Michel? Moi, je pense que les linguistes se sont emparés des travaux de Grèce, enfin, de son article sur la conversation, très vite quand même. Moi, j'ai connu Grèce avant même qu'il ait publié son travail, parce que c'est Van Dyck qui connaissait. Ceux qui s'intéressaient au discours, essentiellement. Parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait dans la conversation, hein, c'est des énoncés qui sont posés les uns à la suite des autres, qui sont finis, quoi. Et ça ne va pas dans tous les sens, quoi. Il y a bel et bien une espèce de fil conducteur ou de trucs comme ça, et donc ils se sont intéressés à ça. Et alors après, c'est vrai, j'ai jamais vu le moindre dialogue entre Grèce et par exemple Van Dyck qui connaissait ça, hein, et je ne sais pas comment d'ailleurs, mais on en a parlé, il m'a donné des papiers, je crois que je ne sais pas d'où ils sortaient d'ailleurs, que c'était en 70, hein, à peu près, 60, je ne sais plus c'était quand il a fait sa conférence. C'était avant qu'on l'ait publié en 75, hein, je crois. Et donc, on connaissait ça. Et ça a été, moi je trouve, c'est un article absolument fondateur en linguistique. La pragmatique n'existerait pas, elle n'aurait pas pris la tournure, les travaux qu'on a eus, parce maintenant, il y a une pléthore d'aspects qui ont été explorés à partir de tout, de l'humour, des maximes de quantité et tout ça. Et alors, pour moi, la théorie de la pertinence, c'est une théorie de la signification, c'est tout. Et ça va très bien avec une théorie intentionnaliste. C'est pour ça que Christophe, là, à la fin, ta conclusion, moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est-à-dire que, au contraire, c'est pas du tout un hasard qu'il a écrit son article sur la signification non intentionnelle, enfin intentionnelle, etc. Et puis qu'il ait en même temps proposé cet article-là qui sortait un peu. C'est vrai que c'était. D'abord, logique de la conversation, c'était un peu un oxymore hein, quand même. Parce que la conversation, elle est plutôt réputée pour être complètement libre et logique de la conversation. Mais c'était un peu contradictoire. On s'est dit, mais personne n'avait vu venir, quoi. Et donc, c'est pour moi un article fondateur. Et je pense que je ne suis pas le seul. Bon, maintenant, je pense que. Alors, il était effectivement complètement situé dans le prolongement presque du premier Wittgenstein. Hein. C'était la logique du calcul des propositions avec les opérateurs logiques. Et puis voilà. Bon, mais ça, Ducrot, on a parlé en France, avait parlé déjà. Avait bien montré que les connecteurs, ça n'allait pas. Vous ne pouvez pas décrire la signification de mais en s'appuyant sur les tables, sur les connecteurs logiques. Donc il y avait déjà tout ça qui était connu. On avait déjà des théories de l'interprétation très sophistiquées, comme celle de Ducrot, hein, ce qu'il appelait ça, je ne sais plus comment il avait donné un nom à
ces principes d'interprétation qui allaient au-delà du sens littéral déjà. Et donc, en fait, Grace a fourni un cadre, moi j'ai trouvé très ingénieux, parce que ça permettait en même temps d'expliquer l'humour, la cohérence du discours, des tas de trucs comme ça. On n'avait pas vu venir. Il y avait personne n'avait réussi à ficeler tout ça sous un principe très générique et qui a fédéré pendant tout un temps, et qui continue d'ailleurs, à mon avis, à fédérer. Et donc ça a sécrété en linguistique, et dans le volume qu'on a publié, là, il y a les articles en témoignent, hein, il y a une bibliographie absolument incommensurable, bravo, hein, sur des aspects. Bien, ouais. 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 Je ne sais pas si vous le voyez à l'envers, en fait, non? Non. Non, c'est bon? Pas à l'endroit, ouais. Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste de tout ça, hein, et c'est pour ça qu'avec Christophe, c'était une rencontre importante, intéressante pour moi, parce que j'ai appris à connaître un peu l'environnement dans lequel travaillait Grace. Je savais bien qu'il était un contemporain d'Austin, etc., mais on ne savait pas exactement en linguistique, quand on lisait plutôt de la linguistique et du Ducrot et des choses comme ça, donc on ne connaissait pas trop. Voilà. Et donc c'est un apport magistral à la linguistique. Maintenant, les choses ont beaucoup évolué. Beaucoup. Et là, on a du mal. Je pense même que si on regarde dans l'introduction, là, et on fait état de travaux qui montrent qu'il y a une espèce de cohérence dans notre cerveau, hein, et que notre cerveau, c'est même inconscient. On fabrique de la cohérence là où il n'y en a pas. Et on ne sait pas qu'on l'a fabriqué. Puis on dit, oh bah tiens, ça continue. Puis on ne sait pas trop. La conversation, alors, il y a un fil conducteur, mais on ne sait pas du tout ce que c'est que ce fil conducteur. Puis même, je crois qu'il se fabrique, on le fabrique automatiquement. Et quelques indices, allez hop. Puis si ça continue, si ça a l'air d'avancer, puis de coller avec la suite, hop, on continue. Et puis, de temps en temps, on doit faire le point dans sa tête pour dire, mais bon, où est-ce qu'on en est, ou des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de procès, et ça Recanati l'a soulevé, les questions après, est-ce qu'on a accès au calcul qu'on fait pour calculer justement les significations inférentielles, les implicatures et autre chose de la même espèce. Mais je m'arrête là. En tout cas, merci pour l'exposé. Si. Ouais, c'est vrai que Grace, il n'a pas. Après, je sais qu'il a un peu, les linguistes, qu'il a un peu discuté avec Chomsky, mais c'est vrai qu'il n'a pas. Voilà, autant les linguistes sont parés sur lui, c'est pas. Oui. Bon, sa carrière est un peu compliquée. Il est en deux parties, jusqu'à d'abord Oxford, ensuite il va partir en Californie, à Berkeley, et là il va avoir un tournant métaphysique assez appuyé, quoi. Et après il s'est beaucoup tourné vers les théories de la rationalité, mais je crois qu'il a. Alors, est-ce qu'il a eu conscience de la très grande influence qu'il a eue? J'imagine quand même, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de dialogue, c'est un peu. Bon, ben voilà, ça s'est passé comme ça, quoi. Mais bon, je parlais de l'automaticité parce que pour les inférences et l'ironie notamment, parce que c'est pas forcément évident. Par exemple, pour les personnes qui sont dans le trouble qu'on appelle le spectre autistique, ou qu'on appelle les troubles envahissants du développement, quand on fait les tests dans les centres de référence, il y a la perception de l'ironie, la perception du sous-entendu. Et l'autre aspect, c'est aussi, alors, les travaux progressent, c'est-à-dire on commence à se douter que ça peut être un problème, certes développemental, mais qui à la base est quand même peut être génétique ou épigénétique, et qui fait que voilà, on n'a pas la possibilité de s'accrocher à une conversation. Et les enfants, et notamment, ils ont du coup, au départ, on disait c'est un trouble de l'interaction sociale. Mais ça peut être aussi tout simplement que quand on a du mal à accrocher à des conversations,
oui, on va développer forcément des troubles au niveau de l'interaction sociale, puisque la base de l'interaction sociale, c'est la conversation. Et c'est intéressant, mais c'est fondamental parce qu'il y a aussi la motivation à engager une conversation. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on garde le fil d'une conversation? C'est-à-dire, c'est très complexe finalement. Il y a la capacité à comprendre ce qui se passe, à réagir correctement, à apporter sa contribution. Alors, il y en a qui sont très doués, il y en a qui le sont moins. Mais il y a aussi le fait d'être motivé, c'est-à-dire d'avoir la quantité d'énergie qui va permettre de rester dedans. Il y a aussi la capacité à décoder les émotions des autres, hein, ce qu'on appelle la theory of mind, la folk psychology, c'est-à-dire la capacité à comprendre, je sais pas, si on arrive dans une conversation, on va comprendre tout de suite, par exemple, que je sais pas si c'est les gens qui sont en train de parler de quelque chose de grave et on va pas balancer une grosse blague, hein, ou alors etc. Et donc ces trois fils qui sont je dirais, ce qu'a découvert, ce sur quoi Grice a mis l'accent, la logique conversationnelle, mais il y a aussi la motivation, le fait de vouloir en parler, et puis le fait aussi de décoder tout ce qui n'est pas purement linguistique. Voilà, et ces trois aspects, moi, il me semble que voilà, ils interagissent, et dans les travaux en fait sur les différentes théories de l'autisme notamment, ils sont obligés de prendre en compte ces trois dimensions et le fait que quand on est dans des centres de référence où on teste les autistes, on va les tester sur ces trois dimensions, hein, sur la motivation, est-ce que ça les fatigue ou pas, est-ce qu'ils ont une grande fatigabilité dans les conversations, est-ce qu'ils sont capables de percevoir l'ironie ou pas, et est-ce qu'ils décodent les émotions des autres. Mais on a trois secteurs de recherche qui sont disjoints et qui auraient intérêt, enfin je ne sais pas, par contre peut-être je me trompe, peut-être ça existe déjà, mais qui auraient intérêt à à travailler de concert. Alors je sais qu'il y a les théories de la motivation, notamment qui travaillent sur les trois plans, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre voilà, mais ça c'est un peu pour aller vers les aspects de psycholinguistique et psychologique, mais ça me paraît fondamental et il me semble qu'aussi Grice a un peu contribué aussi à ouvrir cette dimension, parce que quand on parle de conversation, on parle forcément d'autres aspects. Il n'y a pas juste des échanges d'énoncés. Il y a la construction d'un contexte conversationnel. Et le fait est que voilà, il y a dans les troubles envahissants de développement, la capacité à engager une conversation, c'est quelque chose qui est gravement, j'allais dire impaired, qui est gravement endommagé. Et c'est pour ça un peu que je faisais référence à la fin en essayant d'élargir sur cet objet qui est la conversation. Alors, je ne sais pas, conversation, par contre, on dirait plutôt discussion, nous, en français, plutôt que conversation. Conversation, ça fait un peu pas, ça fait dans notre culture, c'est, moi, il me semble que ça fait toujours référence un peu à l'art de la conversation, le 18e, etc. Je me demande si discussion, c'est pas, conversation en anglais, ça n'a pas une extension qui recouvre notre discussion. On dit, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? On a discuté. Ici, on a conversé. Bon, ça fait un peu soit précieux, soit ça veut dire que c'était un niveau de discussion qui était celui de l'art de la conversation, le 18e, etc., de ce qu'on fait dans les cafés qui vont bientôt réouvrir. Et en même temps, conversation, ça, en français, ça évoque conversation à bateau rompu, quoi. Ouais. Il n'y a justement pas de fil conducteur, mais quand on y regarde de près, il y en a toujours un. Et ça, on l'a vu très vite. Il y a des gens qui l'ont vu dès les années 80, il y avait les conversationnalistes, ils ont montré ça dans plein d'articles. Hein. Goffman, il expliquait que c'est le problème. Il n'emploie pas les mots, hein, il ne cite pas trop, mais il dit que l'incohérence du discours, c'est la folie. Voilà, ouais. C'est ça. Alors, ce n'est pas des phrases inacceptables, c'est simplement que c'est un signe qu'on ne peut pas s'insérer, c'est ce que tu disais, c'est lié au trouble. Il y a eu beaucoup d'études. Van Dyck citait dans les années 70 un bouquin qui s'appelait Crazy Talk, je ne sais plus comment l'auteur maintenant m'échappe, mais c'était un énorme livre où il y avait toute l'expérience
de ce collègue américain qui avait justement travaillé toute sa vie avec des discours qui étaient complètement incohérents. Et alors la Grèce, ça ne marchait pas. Alors, mais il fallait en sortir quand même. Alors est-ce qu'on me dit, pendant un moment, j'ai défendu ça, l'idée que derrière ces discours, dans l'HDR que j'ai soutenu, j'expliquais que pour leurs auteurs, il devait y avoir une cohérence. Mais dans le jury, il y avait un neuropsycho qui a dit « Oh, Michel, tu es trop charitable, c'est pire, c'est plus dur que ça. » C'est que non, c'est que les gens sont vraiment perdus dans les savoirs disparates qui n'arrivent pas à arranger. C'est pas, alors nous, on va essayer d'en replaquer, d'en refabriquer plutôt pour nous, mais il n'est pas sûr que eux. Donc après, j'ai cessé de faire de moindre affirmation sur le sujet parce que on ne peut pas savoir, quoi. Mais il y a beaucoup de travaux, beaucoup. Hein. Il y a des centres où on a utilisé beaucoup les châteaux de Grèce. Puis après, maintenant, les gens oublient même que ça vient de lui. Hein. Il y a des choses comme ça, pas, quoi. Bon, donc. Michel, il y a Laurence qui voudrait que tu te présentes. J'arrive pas à répondre sur sa bulle, alors je te laisse. Elle dit, Michel, qui êtes-vous? Oui, c'est bon. Laurence, je ne vois pas qui. On n'a pas affiché les personnes. Ah, elle a regardé sur Internet, alors elle sait tout de toi. Oh. Sur Internet. C'est-à-dire que j'ai compris quand vous avez montré le livre, Béatrice. Ah, pardon. Mais voilà, mais justement, quand on parle d'implicite, vous voyez, c'est c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je pense que vous vous connaissez entre vous, oui. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. En tout cas, c'était pas le mien. Donc, mais c'est bon. Du moment que j'avais le nom de famille, je pouvais ensuite aller chercher sur Internet. D'accord. J'arrivais pas à vous répondre. C'est pas... Quelqu'un m'a envoyé un message direct et du coup, j'arrive à répondre qu'à cette personne-là. Merci en tout cas. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Parce que... Je peux peut-être du coup ajouter un peu un complément, toujours dans la façon dont ça se joue un peu dans les années 50, la réflexion là-dessus. Et bon, au départ, c'est quand même Austin, mon auteur. Et Austin, il voit quasiment dans la... c'est surtout dans l'article faire semblant, etc., la différence entre ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Il y a un moment, on a l'impression qu'il y voit quelque chose qui est quasiment proche de l'éthique, en fait. C'est le même genre de perception qu'il faut avoir pour faire la différence que ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Typiquement des blagues, il y a la limite, de quoi on peut rire. Alors on dit toujours on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et les exemples que prend Austin dans Faire semblant, c'est ça, c'est un peu des exemples de blagues. Mais c'est assez remarquable, c'est-à-dire chez Grice, on a l'exploration de cette même question, parce que finalement la question c'est ce qui se dit ou ce qui ne se dit pas, et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut comprendre ou qu'est-ce qu'on ne doit pas comprendre, et comment est-ce qu'on peut poursuivre la conversation. Et il y a aussi les cas où on est dans un moment, on peut faire une gaffe. Austin, il envisage ça, notamment on s'excuse, on prend une mauvaise excuse, hein, une excuse pas du tout appropriée. Comment est-ce qu'on fait pour se tirer de ce mauvais pas? C'est aussi des questions qui se posent de conversation. Autant que Grice, on est tout de suite conduit à se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça du point de vue de la prédiction? Qu'est-ce que ça va nous permettre comme description empirique? Et comment ça va avoir une exactitude par rapport à des corpus avérés, etc. Chez Austin, il y a une autre dimension, c'est la dimension morale, mais en fait, c'est ce que Cavell appelle la tragédie. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de percevoir la différence entre ce qui se dit et ce qui ne se dit pas, le risque, c'est tout simplement l'exclusion de la communauté. Alors, ça peut être la communauté en un sens très large, mais ça peut être aussi la communauté en un sens plus réduit.
C'est Sandra Sandra Loger qui a insisté beaucoup sur ces aspects-là. Voilà, c'est comme la grande introductrice de Cavell en France, mais c'est assez remarquable de noter ça, cette espèce de dualité entre je dirais, pour faire des grandes divisions, le fait d'aller vers une science du langage qui est plus patent, je pense, chez Grice, de donner les prodromes d'une science du langage, une science de l'implicite. Chez Austin, pourtant, le projet d'une science de langage figure explicitement à la fin du plaidoyer pour les excuses. Je crois que ça, nous espérons que nous aurons une grande science du langage où il y aura les philosophes, les psychologues, etc. Et donc lui, il est explicite là-dedans. Et puis même, il dit à un moment donné, on pourra aussi se débarrasser de la philosophie de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire avec un grand coup de pied, etc. Et pourtant, dans ses considérations, c'est lui qui va avoir les considérations les plus, je dirais, qui rapprochent le problème du langage, le problème de ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, hein, donc de la pertinence, en fait, qui en fait un problème quasiment éthique. Donc c'est assez curieux, c'est-à-dire il y a à la fois cette concurrence un petit peu de Grice et d'Austin sur le fait d'arriver à avoir une science du langage qui permette de comprendre tous ces phénomènes du parler, de ce qui se passe quand on parle. Et en même temps, chez Austin, il y a toujours le rappel d'un aspect quasiment éthique, un petit peu ineffable de cette relation qu'on a entre ce qui se dit et ce qui ne se dit pas, et le fait de saisir quelque chose dans la situation, quoi. Un truc un peu aristotélicien de l'ordre du kairos, c'est-à-dire, et ça, c'est un sens qu'on a ou qu'on n'a pas. Et la tragédie, c'est que quand on l'a pas, ben, on exclut la communauté. Mais là, c'est plus la notion de tragédie, là, pour le coup, c'est Stanley Cavell, quoi. Mais c'est vrai que c'est une dimension qui est, je dirais, qui est présente de toute façon. Il y a quand même cet intérêt. On peut avoir aussi, moi, je sais pas, quand j'étais jeune, m'intégrer à des conversations, c'était pas forcément évident. C'est vrai qu'on peut vivre le fait, voilà, de ne pas être capable de suivre une conversation, de ne pas s'y intégrer, c'est vrai qu'il y a ce sentiment d'une espèce de tragédie qu'on peut avoir dans l'échec de s'intégrer à une conversation. Je crois que le terme de tragédie n'est pas complètement surinvesti de la part de Cavell, mais c'est vraiment d'une intuition d'Austin. C'est-à-dire, il y a la méthode de la phénoménologie de linguistique, c'est de dire qu'est-ce qu'on dirait dans telle ou telle situation. C'est le slogan un peu de la philosophie du langage ordinaire. Qu'est-ce qu'on dirait dans telle ou telle situation, ce qu'on dirait quand. Voilà. Et par rapport à ça, on va opposer aux philosophes, ben, vous voyez, vous avez telle ou telle conclusion, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on dirait dans telle ou telle situation. Typiquement, le couple volontaire-involontaire. Les philosophes l'emploient avec un certain terme. Les philosophes du langage ordinaire vont dire ben non, dans telle ou telle situation, on n'emploierait pas involontaire, on emploierait autre chose, etc. Donc vos théories sont nulles. Donc ça, c'est une espèce de rasoir d'Occam philosophique, mais il y a l'autre distinction. Ce qu'on dirait quand, c'est ce qui se dit ou ce qui ne se dit pas. Et ça, c'est l'idée d'une norme quasiment éthique, quoi. C'est bien que dans toute la suite de la philosophie du langage ordinaire, il y a les deux aspects qui étaient développés, à savoir l'aspect de travail empirique, d'essayer de trouver des modèles pour comprendre comment ça fonctionne l'implicite, et puis aussi tout un travail un petit peu en philosophie morale qui essaye de comprendre la différence entre ce qui se dit et ce qui ne se dit pas du point de vue de la question plus générale de la communauté politique. Ça, j'ai oublié de le dire, mais c'est parce que j'ai parlé surtout de Grice. Mais si j'avais parlé d'Austin, j'aurais sans doute plus insisté sur cet aspect-là. Non, c'est pas Canel, c'est Cavell. Canel, c'est plus un nom de chat. Voilà, c'est Stanley Cavell. C'est dans dans toute son œuvre, mais le livre Les voies de la raison, où il parle de ça, de la tragédie. J'ai envie de te demander qu'est-ce que c'est que ce qui ne se dit pas? Comme ce n'est pas dit, il ne sait rien. Moi, le principe, ça serait plutôt de dire tout ce qui se dit doit avoir un sens. Même si tu ne le comprends pas, il doit y en avoir un, il faut que tu le trouves. Oui. Alors, c'est ce qui ne se dit pas. Ouais, c'est vrai.
Parce que ça, c'est très important parce qu'en linguistique, on a beaucoup travaillé sur l'acceptabilité et puis ce truc-là. En fait, dès que tu prends... J'ai fait, moi, des enquêtes auprès il y a longtemps, hein, j'ai publié d'ailleurs, avec des adolescents, des collégiens, par exemple, leur donner, je te donne un exemple hein, que j'ai étudié là, ça a été publié, hein, je leur ai expliqué que j'étais sur une autoroute et je suis passé sous un pont où il y avait écrit à la bombe « bouillir », comme ça, en gros, énorme, pour qu'on puisse le lire en passant à toute vitesse en dessous, « bouillir ou périr ». Bon, j'aurais dit, j'ai vu ça. Alors, voilà. Et puis j'avais amené un magnétophone. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'est-ce qui... Alors, ils ont dit, oh, bah, ça ne veut rien dire. Si, ça doit dire. Non, ça veut dire quelque chose. Alors, il y en a une qui a dit, vivre à fond la caisse ou je ne sais plus trop quoi, ou crever, quoi, ou un truc comme ça. Et l'autre a dit, non, pas sur l'autoroute, on ne met pas des trucs comme ça, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué à comprendre. Je vous assure que j'ai l'enregistrement, je crois encore. En tout cas, j'ai fait la transcription puisque je l'ai publié. Et à la fin, je leur ai dit, ben voilà, alors, est-ce que vous avez trouvé la... J'ai vu, c'est réel, hein, c'est réel. C'était en province. Hein, parce que bouillir, c'était le sens bouilleur de cru. Et c'était une région de France où on fait une kirsch. Vous voyez là-bas vers les Vosges, je crois, par là. Et il faut qu'on puisse bouillir l'alcool, ou sinon on va périr. Quoi. Nos exploitations agricoles, là, ça ne va plus aller. Quoi. Alors, ils m'ont dit, oh, oui, ben, c'est ça que ça veut dire. Ils étaient convaincus, mais ils ont d'abord cherché un autre sens. Ils ne le trouvent pas, ou ils disent c'est trop difficile, les gens ne vont pas comprendre ça, ça ne doit pas être ça qu'ils veulent dire. Non, voilà. Mais c'est le point de départ, c'est pas de dire, Alors après, on a discuté un peu plus, comme c'était des Parisiennes, ils m'ont dit, oh ben, en milieu urbain, dans mon couloir, là, il y a un truc comme ça à la bombe, c'était les carottes sont cuites, ils ont écrit ça, mais c'était pour rien dire, là, effectivement. Il n'y avait pas d'intention, il n'y avait pas de ou sinon l'absurde, enfin, de dire qu'il ne voulait rien dire, justement. Mais en principe, alors, en fait, Grèce, c'est un peu ça qu'il dit. Hein. Ouais. C'est que, quoi qu'il arrive, on veut faire du sens. Et on doit comprendre, parce que dès que quelqu'un parle, on se dit, s'il parle, c'est pour dire quelque chose, justement, avec une intention. Donc, il faut qu'on la trouve. Sinon, on dit, bon, bah, alors ça ne va pas, ou autre chose. Voilà. Et c'est la morale, l'éthique, je la verrais plutôt là, du côté d'une... Parce qu'après, ça mène vers la vie. Effectivement, c'est gravissime, hein, parce que si on ne répond pas à ce principe, on va vers les pathologies, quoi. Ouais. C'était... Bon, ben, il y a eu beaucoup d'études aussi, là. Moi, j'ai une autre question. Il n'y a rien. Enfin, moi, j'ai pas vu, mais je connais pas aussi bien l'œuvre de Grace que toi. Il n'y a aucune explication de pourquoi se vouloir dire on ne le dit pas. C'est-à-dire, ça serait quand même plus simple. Si c'est ça que je veux dire, je le dis explicitement. Et parce que si je le cache dans les implicatures, etc., l'autre peut passer justement à côté, ne pas répondre en fait à mon désir. On n'a rien chez Grace, chez Austin. Il n'y a pas d'explication. Alors chez Austin, non, mais chez Grace, c'est suggéré, notamment que la lettre de recommandation, et on ne peut pas dire que la personne est complètement nulle parce que pour des raisons diplomatiques. Donc on va dire son français est très grammatical. Ou alors je ne sais pas, moi j'ai imaginé un autre exemple. Je fais une lettre de recommandation pour, je sais pas, je suis patron d'une entreprise de taxi et puis je sais pas, dans la lettre de recommandation, il y a il n'a pas cassé toutes les voitures. Enfin, mais ça sera, ouais, ce qui suggère, c'est que ça peut être on ne peut pas dire les choses directement parce que, voilà, pour le coup, ça ne se ferait pas pour des questions de diplomatie. Mais le problème, c'est que ça recouvre effectivement pas beaucoup de cas, alors que l'explication qu'il propose recouvre
énormément de cas. Donc, pourquoi pas dire les choses directement? Alors, l'explication la plus comme sa théorie ensuite de la signification intentionnelle, elle voit dans l'acte de signification un acte extrêmement complexe parce que ça suppose une infinité d'intentions. La réponse, ça serait parce qu'on ne peut jamais dire les choses directement, en fait. On emploie toujours finalement des moyens détournés, c'est jamais les bons mots. Et au bout du compte, on arrive à dire exactement ce qu'on a envie de dire. C'est ça qui est assez remarquable. C'est un peu le phénomène c'est un peu le langage schtroumpf, hein. C'est des ressources linguistiques assez pauvres et on peut dire à peu près tout ce qu'on veut. Donc, du coup, c'est ce qu'on veut dire qui est plus important que ce qu'on dit. Du coup, finalement, ce n'est pas si grave si on ne le dit pas directement. Ce serait peut-être la réponse qu'on pourrait faire. Ça serait assez graïtien, finalement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que sur les animaux, il répond ça. Il répond sur le langage des animaux. On dit oui, mais est-ce qu'on peut prêter des intentions linguistiques à des animaux? Et c'est dans des réponses, c'est un volume Grandier et Warner qui avait été consacré à Grice. Et puis il en parle et il dit, mais en fait, cette question, elle est étrange parce que les intentions linguistiques, c'est tellement complexe, c'est infini, que de toute façon, on ne peut même pas en prêter de manière sérieuse à des humains. C'est toujours une espèce d'idéal type. Donc, peu importe, si on peut très bien... voilà, la question ne se pose pas vraiment, en fait, de savoir si on peut prêter des intentions linguistiques à des animaux, parce que ça supposerait, on le suppose par différence avec les humains. En même temps, c'est des trucs tellement complexes qu'on ne peut pas vraiment les poser à des humains, donc la question ne se pose pas. Donc, je dirais que la réponse pour Grice, ça serait qu'on arrive avec un vocabulaire, avec des ressources syntaxiques finalement assez limitées. On arrive à se faire comprendre et sur des intentions qui sont très spécifiques à ce qu'il appelle la signification du locuteur, en fait, tout simplement. Et la signification du locuteur ne se dit jamais directement. Elle peut pas, elle peut pas se dire. Enfin, si, comment dire? Elle se dit directement, mais à la limite, peu importe les mots qu'on emploie. C'est ça qui est assez déroutant d'ailleurs chez Grice. C'est qu'on pourrait dire n'importe quoi avec n'importe quoi. Des fois, on a l'impression. Sauf que bien sûr, après, il y a les significations qui se cristallisent. Hein. Les mots finissent par cristalliser certaines significations. Mais ce qui est important, c'est l'intention. Et ce que j'ai vu le plus extrême, je ne sais plus, c'est qui, je crois que est-ce que c'était Armstrong, je ne sais plus, un philosophe, qui avait la théorie du mot comme la théorie currency. Le mot, c'est une espèce de monnaie. Donc finalement, ça n'a jamais que la valeur qu'on lui donne, exactement au moment où on lui donne, et selon le cours qu'elle a eu jusque-là, mais ça peut changer. Mais au fond, le mot en soi, il veut rien dire. C'est dans... alors, il y a la valeur d'usage et la valeur d'échange, mais là, je pense il partait plus de l'idée la monnaie, c'est une pure valeur d'échange, finalement. Et c'est ce que j'ai vu le plus radical dans cette direction. Et il y en a encore qui disent, finalement, la théorie illusionniste du langage, c'est Azuni. C'est qu'au fond, nous avons l'impression que les mots veulent dire quelque chose. C'est une espèce d'illusion qu'on a, mais on les utilise, et effectivement, on arrive à faire de la signification. Mais en soi, un mot ne veut pas dire grand-chose. Donc ça serait la réponse la plus extrême qu'on pourrait faire. Je pense qu'elle est un peu extrême. La mieux, c'est quand même de dire que, de toute façon, comme c'est la signification du locuteur qui compte, voilà, quand il dit quelque chose, il le dit de toute façon directement à chaque fois. Mais là, j'inverse un peu mon propos de tout à l'heure. Du coup, ça met à mal le sens littéral. Enfin, j'ai l'impression que c'est un double bind, c'est-à-dire que à la fois le sens littéral, il devient inutile. Donc, on ne comprend pas pourquoi Grice il garde cette idée qu'il y a deux niveaux de signification. Ouais. Et à la fois, ça le renforce puisque c'est le véhicule qui va permettre les inférences implicites. Tu vois, du coup, il a un drôle, il a un drôle de statut dans Ah la ouais, t'as raison. théorie. Tu vois? Oui, ouais. Il est pris entre deux feux, le sens littéral chez Grice, ça c'est sûr. C'est parce que de toute façon, c'est lui qui déclenche. Ne serait-ce que dans la conversation, comment on juge de l'inadéquation? C'est parce que voilà, on comprend le sens ordinaire des mots, et ensuite, donc du coup, le sens littéral est nécessaire, et en même temps, effectivement, tout d'un coup, il disparaît derrière la signification qu'on va déduire. Peut-être que du coup, c'est juste
comme on dit, la différence entre terminus APCO et ça va assez dans le fil de la conception qu'on peut avoir de la cognition. Qu'est-ce que c'est la cognition? C'est le fait de prendre ce qui est autour de nous comme une question qui fait qu'on apporte avec nos capacités une réponse. Bah, au bout du compte, et j'ai un peu mentionné ça avec le modèle question-réponse chez Cook-Wilson, bah, au bout du compte, quand on est dans une conversation, on est toujours dans l'attitude de bah, voilà, ce qui est dit, ça pose une question à mon système qui va répondre en trouvant de la signification. Peut-être que finalement, la stabilité du nom ou du mot, c'est sa capacité d'indicateur. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, ça dépend du contexte et plein de choses, etc., qui fait qu'on va aboutir à une signification. Peut-être que la seule stabilité du mot, en tout cas chez Grice, ça serait ça. Et ce qui est extrêmement plastique finalement chez lui, c'est l'intention, hein, pour le coup. Avec le fait et l'intention que mon interlocuteur comprenne que ces mots, c'est pour dire ça, et qu'il comprenne également que j'ai eu l'intention de dire ça avec ces mots-là, etc., etc., etc. Donc le mot, c'est peut-être juste une sorte de déclencheur de processus cognitif complexe, quoi. Oui, oui, oui. Mais alors pourquoi oui, non, mais alors, au bout d'un moment, on a envie de lui dire là, pourquoi tu gardes cette idée d'un niveau vériconditionnel qui répond à la, tu vois, à une Ah oui, logique. oui, oui. Oui, forcément, enfin, je sais pas. Sachant que le problème de la vérité chez Grice, je trouve qu'il prend beaucoup de liberté avec le concept de vérité. Enfin, je trouve, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose forcément qui est central. Autant la philosophie du langage contemporaine, la notion de vérité est vraiment très importante, hein. Tout philosophe du langage cherche à avoir sa théorie de la vérité. Grice, ça n'a pas vraiment l'air d'être son problème. Non. À un moment donné, c'est quand il essaie de justifier un petit peu le rapport entre langage, réalité et l'action, là, il va se poser le problème de la vérité. Mais quand il développe ses conceptions de la signification, je pense qu'il met un petit peu la... En gros, on dit des choses vraies. C'est pour ça qu'il a pu discuter avec Davidson après, c'est-à-dire qu'ils étaient finalement assez d'accord sur l'idée que globalement, nous disons des choses vraies. Et que c'est plus un point de départ qu'un truc à expliquer. On dit des choses vraies, grosso modo, et si on ne disait pas des choses vraies, ben, on serait incapable de se comprendre, tout simplement. Donc la vérité, c'est un... Et voilà, c'est ça que je dois répondre. C'est-à-dire la vérité, c'est pas un problème pour Grice, c'est plus... c'est quelque chose d'acquis. Nous disons des choses vraies. Nous avons des croyances vraies, nous disons des choses vraies. Il y a des platitudes. De ce point de vue-là, il est assez mouréen. Austin aussi est beaucoup là-dessus. Cette idée qu'il faut partir de l'idée que nous disons des choses vraies. La vérité n'est pas un problème. C'est un point de départ, c'est un fait. Nous disons des vérités. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. Et en gros, si on ne part pas de l'idée que la plupart du temps, les gens disent la vérité et qu'on a un rapport, on ne peut même pas comprendre comment il est possible que nous nous comprenions. En fait. Parce que même la triangulation entre les pensées, le langage et la réalité, je ne vois pas comment elle peut être envisagée si on ne part pas de l'idée que globalement, nous disons des choses vraies. Après, bien sûr, qu'est-ce que la vérité? Mais ça, c'est une autre question. Mais on doit partir de cette idée. Et Grice ça a été un grand interlocuteur de Davidson dans la deuxième partie de sa carrière. Parce que je pense qu'ils avaient cette idée de considérer la vérité de cette manière. Il y a un ensemble de croyances vraies, il y a un ensemble de phrases vraies, et c'est quelque chose qu'on partage en apprenant le langage, hein, tout simplement, je pense. Apprendre un langage, c'est apprendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, déjà. Et en apprenant qu'est-ce qui est vrai et ce qui est faux, on apprend aussi à se comprendre, finalement. Moi, ça ne m'a jamais paru vraiment un problème. Bah si, c'est problématique parce que si je dis des choses vraies, mais que Ouais. ces choses vraies induisent euh, des implicatures que je ne peux pas évaluer en termes de vrai ou faux, Ah oui, et oui. que finalement c'est ça que je veux dire, tu vois, ça a pas grand sens de dire je dis des choses vraies, parce que sinon tu te dis le sens littéral, alors ça serait de dire des choses vraies, enfin pour être très réductrice. Ah oui, ce qui Et est dit si en, littéralement. Ouais. et oui, mais si en fait tu dis ces choses pour signifier autre chose, Ouais. qu'est-ce qu'est la vérité? Il y en a Puis la plus. question, il y a la question des représentations. Je suis un peu surprise que ce mot-là ne soit pas du tout évoqué. Parce que quand on parle de choses vraies, chacun ayant ses représentations,
qui dépendent de son histoire et de son parcours, Ouais. de sa culture. Il n'en parle pas du tout non plus, Chris, et puis, ou même Austin, c'est pas un mot, et c'est quelque chose qui arrive plus tard, je suppose. Ah oui, représentation, ça. Alors, pour Austin, clairement, ça arrive pour lui. Austin, ses dates, c'est 1911-1960. Ouais. Grice, c'est. Quand est-ce qu'il est mort 80. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Les représentations, tu l'as chez Wittgenstein, non? Représentation, c'est chez Wittgenstein, mais c'est devenu topique dans la philosophie un peu après, quand même. C'est avec les philosophes comme Dretske, etc., que représentation, ça a commencé à être vraiment le grand problème de la philosophie. Dans la philosophie du langage ordinaire, ou alors, non, je suis bête, avec Goodman aussi, quand même. Nelson Goodman, la notion de représentation. Et chez Wittgenstein, on parle beaucoup, ouais. Ouais. Mais c'est se représenter comme activité. Oui, donc ce n'est pas du tout les mêmes références que, par exemple, moi je vois en analyse de discours. C'est pas du tout. Vous voyez, les noms que vous m'indiquez ne sont pas des noms que nous côtoyons, je dirais, quand on fait de l'analyse de discours, quand on parle de représentation. On pense plutôt à des sociologues, on pense plutôt à Moscovici. Et puis après, en analyse de discours, oui, il y a toujours l'ambiguïté du terme représentation, qui est à la fois croyance et puis à la fois, représentation en tant que telle au sens de Jacqueline Autier-Revuse. Et là, c'est peut-être un petit peu, je m'écarte peut-être un peu trop de votre domaine à vous. Mais en tout cas, je suis surprise parce que quand vous parlez de vérité, par exemple, Béatrice, vous disiez, mais comment se fait-il finalement qu'on ait autant besoin de passer par de l'implicite? Enfin, j'ai peut-être mal compris, je traduis peut-être à ma façon. Qu'on ait autant besoin de l'implicite alors que les choses pourraient être dites, en exagérant un peu. Hein. Et là, vous ne mentionnez pas cette question des représentations. C'est ça un peu qui me surprend. Voilà. En disant que quand on se parle dans une conversation, dans une discussion, c'est pourtant très prégnant. C'est-à-dire qu'il y a des évidences, chacun a des évidences dans sa construction du monde qui font que des choses ne seront pas dites, non parce que c'est volontairement écarté, mais parce que c'est une évidence. Je ne reviens pas dessus, les choses sont comme ça parce que c'est une évidence et je n'en ai même pas conscience moi-même. Voyez ? Voilà, mais je ne sais pas si... Bah ça, ouais, c'est vrai, c'est pas thématisé par... Ah si, c'est l'idée quand même qu'il y a c'est l'idée d'implicateur conventionnel. Lui, il va plus ça du côté... il mettrait ça plus dans les conventions, à la limite. Oui, les choses quand sur lesquelles on est d'accord de toute façon, mais c'est pas exactement la même chose que représentation, j'entends bien. Hein. Oui, parce qu'une convention, c'est quelque chose qui est en principe plutôt partagé. En tout cas, mais je l'entends comme ça lorsque vous en avez parlé. C'est quelque chose de partagé, ouais. Les représentations ne sont pas forcément partagées. C'est bien là la source de beaucoup de malentendus. Oui. Oui, non, ça intervient pas en ce sens-là. Enfin, okay. Non. Et représentation, après, au sens de Dretske et tout, c'est plus l'idée d'une... c'est d'accès à un contenu en l'absence de la chose qui a provoqué ce contenu. Voilà, tout simplement. Ouais. Voilà, c'est le sens classique. Pas besoin de donner d'exemple, hein, mais bon, l'exemple classique, c'est avec la pomme. J'ai vu une pomme, j'ai une représentation de pomme avec toutes les qualités que j'ai pu percevoir. C'est plus une représentation en ce sens-là, avec l'idée propre aux sciences cognitives que les représentations ont une efficace et vont expliquer causalement nos actions et nos comportements et nos décisions, surtout nos décisions. Je pense que c'est ça surtout qui est important. D'accord. Mais c'est pas, je vois bien représentation au sens sociologiste, c'est la manière dont on se... On parle plutôt d'un objet construit en quelque sorte. Oui, d'un objet construit. Bah, comme quand, je sais pas, pour Bourdieu qui dit que dans chaque discours, etc., il y a une représentation du monde, etc., il y a une manière de se représenter le monde qui fait qu'on ne va pas oser dire certaines choses, on va... mais ça, non, c'est pas vraiment présent. Ça, mais peut-être plus, ouais. Par contre, dans De la certitude de Wittgenstein, pour le coup, c'est là. Hein. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de certitudes qui constituent une représentation du monde et qui vont normer toutes nos croyances. Tous nos systèmes de croyances est normé par des certitudes qu'on ne remet pas en question.
Oui. C'est d'ailleurs la nature même d'une certitude, c'est qu'on ne la remet pas en question. Oui. Voire même, on n'en a pas conscience. C'est ça, on n'en a pas conscience et du coup, c'est même des choses qui ne s'énoncent pas forcément. Il prend l'exemple, quand je suis sur une chaise, je suis certain que la chaise est là, mais je ne me répète pas mentalement, il y a une chaise, il y a une chaise, il y a une chaise, à moins d'être en train de rêver. Mais il parle de certitude animale de ce point de vue-là, hein. C'est-à-dire de choses qui sont pas dites et qui sont comme les gonds en fait pour une porte. Donc si vous n'avez pas ces certitudes, si on n'a pas ce système de certitude, de toute façon, on ne peut pas croire. Et du coup, on ne peut rien se représenter. Ni que quelque chose est vert ou rouge, etc. Si on n'a pas... Bon, c'est assez génial ce texte de la certitude, puis il y a des trucs assez drôles hein, sur la Lune, sur les Martiens, etc. Mais voilà, nous avons tout un ensemble de certitudes. Donc, en ce sens-là, je pense que c'est proche de ce sens de représentation. Et évidemment, ça joue très certainement dans la logique de la conversation, bien sûr, quoi, parce que... Et le quiproquo, c'est ça, hein, c'est quand il y a une discrépance entre deux personnes sur ce qui est évident ou pas, et on va continuer une conversation en croyant qu'on se comprend, alors qu'en réalité, c'est voilà, la base du cinéma français des années 80. Ça doit être Frege, non, qui a balayé la représentation, non? C'est Ouais, avec la oui, dépsychologisation du sens, ouais. voilà, c'est ça. D'accord. Et Grimes a été héritier de ce truc, non? De cette Lui, il a façon essayé de penser repsychologiser, ouais. Ouais. Disant que si on veut expliquer non circulairement les entités sémantiques, soit on est dans le circulaire, c'est-à-dire on va expliquer du sémantique par du sémantique et on n'en sort pas. Soit on décide de rompre le cercle, et dans ce cas-là, il faut des entités d'un autre type. Et il a dit les seules finalement entités qui correspondent, c'est des entités comme les intentions. Et ce n'est pas des entités sémantiques, c'est des entités psychologiques, etc. Donc oui, il a repsychologisé le sens, ouais. Tout en étant conservateur en logique, c'est ça qui est marrant. Oui. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Parce que sinon, on va clore la séance. Isabelle, oui. C'était juste, juste pour vous remercier pour cette présentation. C'est vraiment des choses que, de mon côté, je vais creuser aussi, puisque je suis doctorante et je travaille sur la communication écrite entre les enseignants et les familles. Et c'est justement un corpus dans lequel il y a énormément d'implicites. Et donc, j'ai pensé à cela tout à l'heure quand vous parliez de lettres de recommandation, dès qu'il s'agit de lire un bulletin scolaire, notamment, ou les réprimandes, c'est évident. Enfin, c'est vraiment très, très puissant le degré d'implicite. Voilà, donc merci pour toutes ces informations. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Vous avez d'autres questions? Michel? Non, ça va. On a beaucoup discuté, c'est très bien. Et on pourrait discuter encore, je suis sûr, très longtemps. Oui. Faut arrêter. Ouais. Alors, je remercie Christophe parce que, comme d'habitude, c'était très clair et ça donne à penser. Moi, ça me donne. Tu as un rythme aussi qui permet que l'autre pense en même temps que tu parles. Donc, moi, j'apprécie beaucoup. Et donc, je te remercie au nom de tous les participants. Merci beaucoup, c'était avec plaisir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.